L'été 1887, Guy de Maupassant, collaborateur du Figaro, entreprend une ascension à bord du ballon Le Horla. Nom choisi par l'aérostier Paul Jovis, en écho avec la nouvelle à succès écrite l'année précédente par l'auteur. Guy de Maupassant, dans sa chronique, nous livre ses impressions. En voici quelques extraits. Tout à coup, le capitaine Jovis appelle les passagers. Le lieutenant Mallet grimpe d'abord dans le filet aérien entre la nacelle et l'aérostat, d'où il surveillera durant toute la nuit la marche du Horla à travers le ciel. Comme l'officier de quart, debout sur sa passerelle, surveille la marche du navire. Monsieur Étienne Bert monte ensuite, puis monsieur Paul Bessan, puis monsieur Patrice Herriès, et puis moi. Monsieur Jovis, debout sur le bord de la nacelle, prie en termes fort galants les dames de s'écarter un peu, car il craint en s'élevant de jeter du sable sur leurs chapeaux. Puis il commande « Lâchez tout !» et tranchant d'un coup de couteau les cordes qui suspendent autour de nous le leste accessoire qui nous retient à terre, il donne au Horla sa liberté. En une seconde, nous sommes partis. On ne sent rien. On flotte, on monte, on vole, on plane. Nos amis crient et applaudissent. Nous ne les entendons presque plus. Nous ne les voyons qu'à peine. Nous sommes déjà si loin, si haut. Quoi? Nous venons de quitter ces gens là-bas? Est-ce possible? Sous nous maintenant, Paris s'étale. Une plaque sombre, bleuâtre, hachée par les rues, et d'où s'élancent de place en place des dômes, des tours, des flèches. Puis tout autour, la plaine, la terre que découpent les routes longues, minces et blanches, au milieu des champs verts, d'un vert tendre ou foncé, et des bois presque noirs. La Seine semble un gros serpent roulé, couché, immobile, dont on n'aperçoit ni la tête ni la queue. Elle vient de là-bas, elle s'en va là-bas, en traversant Paris, et la terre entière a l'air d'une immense cuvette de prés et de forêts qu'enferme à l'horizon une montagne basse, lointaine et circulaire. Le soleil qu'on n'apercevait plus d'en bas reparaît pour nous, comme s'il se levait de nouveau. Et notre ballon lui-même s'allume dans cette clarté. Il doit paraître un astre à ceux qui nous regardent. Monsieur Mallet, de seconde en seconde, jette dans le vide une feuille de papier à cigarette et dit tranquillement « Nous montons toujours ». On ne peut en effet apprécier les montées et les descentes qu'en jetant de temps en temps une feuille de papier à cigarette. Si ce papier qui demeure en réalité suspendu dans l'air semble tomber comme une pierre, c'est que le ballon monte. S'il semble au contraire s'envoler au ciel, c'est que le ballon descend. Les deux baromètres indiquent 500 mètres environ. Et nous regardons avec une admiration enthousiaste cette terre que nous quittons, à laquelle nous ne tenons plus par rien, et qui a l'air d'une carte de géographie peinte, d'un plan démesuré de province. Toutes ces rumeurs, cependant, nous arrivent distinctes, étrangement reconnaissables. On entend surtout le bruit des roues sur les routes, le claquement des fouets, le « hu » des charretiers, le roulement et le sifflement des trains, et les rires des gamins qui courent et jouent sur les places. Chaque fois que nous passons sur un village, ce sont des clameurs enfantines qui dominent tout et montent dans le ciel avec plus d'acuité. Des hommes nous appellent, des locomotives sifflent,
Nous répondons avec la sirène qui pousse des gémissements plaintifs, affreux, maigres, vraie voix d'êtres fantastiques errant autour du monde. Des lumières s'allument de place en place, feux isolés dans des lampes à gaz dans les villes. Nous allons vers le nord-ouest après avoir planté longtemps sur le petit lac d'Anguin. Une rivière apparaît, c'est l'Oise. Alors nous discutons pour savoir où nous sommes. Cette ville qui brille là-bas, est-ce Creil ou Pontoise? Si nous étions sur Pontoise, on verrait, semble-t-il, la jonction de la Seine et de l'Oise. Et puis ce feu, cet énorme feu sur la gauche, n'est-ce pas le haut fourneau de Montataire? Nous nous trouvons en vérité sur Creil. Le spectacle est surprenant. Sur la terre, il fait nuit, et nous sommes encore dans la lumière à 10 heures passées. Maintenant, nous entendons les bruits légers des champs, le double cri des cailles surtout, puis les miaulements des chats et les hurlements des chiens. Certes, les chiens sentent le ballon, le voient et donnent l'alarme. On les entend par toute la plaine, aboyer contre nous et gémir, comme ils gémissent à la lune. Les bœufs aussi semblent se réveiller dans les étables, car ils mugissent. Toutes les bêtes effrayées s'émeuvent devant ce monstre aérien qui passe. Et les odeurs du sol montent vers nous, délicieuses. Odeur des foins, des fleurs, de la terre verte et mouillée, parfumant l'air, un air léger, si doux, si savoureux, que jamais de ma vie je n'ai respiré avec tant de bonheur. Un bien-être profond, inconnu, m'envahit, bien-être du corps et de l'esprit, fait de nonchalance, de repos infini, d'oubli, d'indifférence à tout, et de cette sensation nouvelle de traverser l'espace sans rien sentir de ce qui rend insupportable le mouvement, sans bruit, sans secousse et sans trépidation. Tantôt nous montons, tantôt nous descendons. De minute en minute, le lieutenant Mallet, suspendu dans sa toile d'araignée, dit au capitaine Jovis : « Nous descendons, jetez une demi-poignée. » Et le capitaine, qui cause et rit avec nous, un sac de lest entre ses genoux, prend dans ce sac un peu de sable et le jette par-dessus bord.